Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre donc, de notre 4e saison de Débat Court. Des invités que Débat Court et le plateau connaît bien, à savoir Alix Nenner. Bonjour Albéric. Professeur des écoles, bonjour Alix. Et puis vraiment une bonne expérience avec des profils scolaires un peu différents. On a été plutôt au début de votre carrière au centre de Paris. Puis après, vous avez, à bon contact, goûté un peu la banlieue aussi. Absolument. Également. Un baroudeur de l'école, Benoît Maisonneuve. Bonjour Albéric, merci de nous recevoir. On est ravis de vous avoir tous les deux. Voilà, ça va être entre nous trois, mes amis. Nous allons nous retrouver parce que nous allons quand même aborder un sujet que nous ne voulons pas aborder de manière polémique. Mais notre année, comme je vous le dis depuis quelques émissions, notre année scolaire 2023-2024 a été anxiogène, profondément marquée par des événements déroutants. Certains parlent de faits divers, d'autres disent que ces faits divers ne sont pas que seulement mis à jour exceptionnellement, mais sont plutôt en train de s'accumuler. Et du coup, nous nous retrouvons dans des faits de société. Grand nombre d'exemples que je ne vous citerai pas parce que ce grand nombre d'exemples sont en cours de procédure et il est évident que nous devons être à la fois respectueux de la justice et des individus qui sont concernés, mais il n'empêche qu'ils ont quand même, tous ces événements, marqué notre actualité et ils nous ont troublés. Alors bien évidemment, le moment le plus marquant a été quand même cet événement terroriste avec Dominique Bernard, mais nous ne nous arrêterons pas plutôt sur ce domaine, mais sur un autre domaine plus troublant. Ce sont ce que l'on appelle la violence et l'agressivité et le harcèlement qui partent des mineurs entre eux. Donc la violence entre les pairs, P-A-I-R-S. Et donc il y a là quelque chose qui peut, en tant que directeur, professeur, éducateur, parent, touché par l'éducation et concerné par l'éducation et par l'accompagnement des mineurs, nous sommes inquiets, troublés, voudrions comprendre ce qui se passe et surtout essayer à la fois de déceler peut-être l'origine de ce qui s'est produit et surtout peut-être voir comment nous pouvons y répondre avec pertinence. Donc, on part tout de suite sur le sujet de manière plus profonde et ne tombons pas donc dans le piège du spectacle audiovisuel ou médiatique qui parfois fait l'audimat. Et c'est ça qui est dommage. Alors, je propose tout d'abord que l'on revienne sur ce qui habite depuis longtemps le milieu scolaire, c'est le harcèlement. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, selon vous, ou il y a toujours eu quelque part un harcèlement, mais que le harcèlement moderne, avec les supports des réseaux sociaux, etc., a accentué peut-être ? Je pense que le harcèlement a toujours existé. Et on l'explique comment ? Bon, il y avait les têtes de Turc autrefois, on appelait ça comme ça. Ouais. Il a existé sous des formes de brimades, sous les formes de batailles inégales organisées, sous les formes de moqueries, sous beaucoup de formes. Et pour des motifs généralement futiles, mais qui peuvent toujours dégénérer. Et peut-être sous-estimés par les professeurs, par les adultes ? Peut-être, en tout cas, écartés de l'enceinte de la classe, et généralement les règles du jeu ou du mauvais jeu s'exercent à l'extérieur de la classe. Bon, pendant la classe, il peut y en avoir un petit peu, mais c'est moins visible, c'est moins sensible. Alors, évidemment, je pense qu'il faut, si on veut aborder ce problème-là, il faut essayer de considérer ce que pouvait être, il y a encore quelques années, mais sous des formes très différentes, c'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière, le phénomène des bandes de jeunes. Ouais. Dans le harcèlement, il y a quelque chose qui ressemble à ça, la recherche d'acolytes qui viendront et on sera l'homme fort de cette petite troupe. Et puis, on prendra quelqu'un de faible parce que généralement, les faibles s'adressent aux faibles et s'attaquent aux faibles. Donc, il y a un phénomène de lâcheté. Il y a une grande lâcheté dans tout ça. Alors, d'où est-ce que ce phénomène tire ses racines ? Je crois que les modèles que l'on propose sont des modèles à l'envers. Et notre société a tendance à présenter des modèles, des anti-modèles. Des modèles qui sont déstructurés et donc déstructurants.
Donc on présente un homme qui ne marche plus complètement debout, qui ne pense plus forcément droit et qui ne cherche pas à construire une société et à se projeter dans l'avenir. On fabrique des hommes qui vivent l'instant présent, la satisfaction ou la jouissance présente, immédiate, et qui s'animalisent un peu, au lieu de comprendre et de chercher à comprendre la part immense qu'ils ont à jouer dans la société. Alors on va s'arrêter là et on va rebondir. Alix, est-ce que dans le comportement des tout-petits en primaire, on a ce phénomène-là, même si le modèle est peut-être moins vieux? Comment ça se passe? Alors effectivement, je suis complètement d'accord avec Benoît Maisonneuve. Le harcèlement, ça a toujours existé. Les enfants dont on s'est moqué, ça a toujours existé. J'allais vous dire, c'est la comédie humaine, c'est le manque de charité, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ça. C'est bien triste, mais ça continue dans l'entreprise d'ailleurs. Hein, c'est pas réservé à l'école. Enfin, je veux dire, dans le monde des adultes, c'est la même chose. Moi, je pense que cette violence des enfants qui est plus forte, je pense, d'année en année. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de plus fort? De plus fort, ça vient de plusieurs choses. D'abord, les enfants, très souvent, maintenant, très jeunes, subissent et participent à des conflits familiaux incroyables, enfin, auxquels un enfant ne devrait pas avoir part. Donc, ils rentrent dans la dispute. On le voit bien à l'école. Il y a papa, il y a maman. Ça s'est mal passé. Ils sont pour l'un, ils sont pour l'autre. Ils sont montés contre l'un et contre l'autre. Enfin, ils rapportent tout ça à l'école, d'une part. D'autre part, j'en reviens toujours à la même chose, mais je pense que s'ils étaient plus instruits et s'ils avaient plus de nourriture intellectuelle, il y aurait moins de violence. Je me souviens sur le plateau, une émission, Rose, qui disait « Je me suis complètement consacrée à mes études pour sortir de cette identité d'extraterrestre dans l'école ». Puisqu'elle avait un mal-être total et un genre de type de phobie scolaire vraiment assez soutenu. Et pour se sauver de cela, elle bossait. Mais c'est un bon refuge. Oui. Il y en a qui prennent pas ce refuge-là. Et effectivement, je suis d'accord, des espèces d'anti-héros via les tablettes, les jeux, la télévision, les machins, que personne ne contrôle, puisque les enfants ont tous des téléphones. Oui. Personne ne sait ce qu'ils regardent. Alors je me souviens, en septembre, on reste toujours un peu sur le harcèlement, mais on a eu donc des suicides, on a eu des tentatives de suicide, on a eu une vraie mobilisation et du gouvernement, mais également de responsables d'associations qui défendaient les victimes du harcèlement. Moi, je me vois invité notamment sur le plateau de CNews, et je rencontre ce jeune qui a vécu un enfer pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, et qui finit, au moment où il est majeur, de se mobiliser complètement pour fonder une association et une défense. Donc il y a quelque chose de très violent en raison des mauvais exemples qui sont donnés. Oui, je pense qu'il y a un paradoxe aussi. Oui. Il y a un paradoxe terrible. Parce que nous situons notre propos principalement dans le cadre de l'école, de l'enseignement, du collège, du lycée. Ce sont des lieux où, en principe, on reçoit des connaissances, on accueille des connaissances nouvelles et on essaie de grandir. Grâce à toutes ces connaissances, on construit quelque chose qui peut paraître, vu de loin, strictement intellectuel, mais qui, en réalité, c'est toute la personne qui se construit au fil des années avec les modèles qu'elle reçoit, les modèles qu'elle regarde, les gens qu'elle côtoie, les images qu'elle regarde, alors que le but dans tout ça, et c'est aussi la source de ce mal, eh bien le but c'est de développer, de construire la liberté de la personne. Et dans le cas du harcèlement, il y a une oblitération complète de la liberté de celui qui est harcelé, celui ou celle qui est harcelé, et aussi de celui ou celle qui harcèle. Dans les deux cas, c'est pas un mauvais usage de la liberté, c'est une oblitération complète de la liberté. La personne n'est plus, pour le harceleur, cause responsable de ses actes en vue d'une fin antérieurement consentie. Il est une espèce de mécanique qui s'est mise en marche, mais par un mimétisme par rapport à de faux modèles, d'anti-modèles, d'anti-héros. Et puis celui qui est harcelé, sa liberté est complètement muselée, la personne ne peut plus devenir elle-même. Le désaveu, c'est une forme de désaveu. Le désaveu privé,
entraîne un désaveu public, collectif. Et le désaveu collectif, comme le désaveu privé, empêche la personne désavouée de retomber sur ses pattes pour servir le bien commun. Et dans l'école, le bien commun, c'est de faire son devoir d'être un bon élève et de servir aussi son propre devenir au sein de sa famille, au sein de sa classe, et donc de devenir pleinement elle-même. Et donc il y a un problème dans la lecture que l'on fait dans notre société de la liberté. Donc on a un problème de faux héros et on a un problème de fausse liberté. Et la fausse liberté, dans ce que regardent les enfants, dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils entendent, dans les comportements, dans le vêtement, dans tout un tas de choses, dans un tas de phénomènes. Alors on ringardise, on moque, évidemment doucement, parfois de façon plus joviale, plus amusante. Alors ça c'est moins gênant. Mais ça ne fait pas grandir. Ça ne permet pas de grandir. Le paradoxe est que on a tellement voulu protéger l'enfant, l'entendre, etc., lui créer un univers différent que les codes rétrogrades, comme on pourrait la définir autrefois, on a finalement fabriqué le meilleur des terrains pour optimiser le harcèlement et la violence. Alors je pense que c'est possible, ça. Mais je crois surtout que dans l'éducation et dans la transmission des connaissances, donc les deux choses qui se rejoignent en principe et qui finalement doivent construire la personne, faire la colonne vertébrale de la personne, on oublie une chose sur laquelle j'aime bien revenir parce que ça me semble une clé de compréhension, on oublie que tout ce qui se joue, c'est la vie intérieure de la personne. C'est son esprit, c'est son âme. C'est la partie la plus importante d'elle-même que je ne vois pas d'ailleurs, même si je me moque de son physique. Donc, l'imbécile qui va se moquer ne comprend pas cela et ne comprend pas que lui-même se rabaisse en faisant ce qu'il fait. Il se met à un niveau animal, c'est son animalité que je vois agir, mais pas son humanité. Son humanité est construite de sa liberté et de sa vie intérieure. Ce qui fait qu'on aurait peut-être des mineurs qui ont peur. Finalement, l'agresseur et l'agressé sont tous pris par une peur. Je crois qu'ils cherchent, c'est une espèce de recherche en creux, bien sûr, mais je crois que fondamentalement, au bout du compte, ce que recherche la jeunesse, ce sont des vrais modèles, des vrais héros. Bien sûr. Alors des vrais héros, bien sûr, mais ça c'est aussi ça, c'est par l'intermédiaire de la littérature. Sans S'identifier doute. à tel personnage. Moi, je crois que beaucoup d'enfants ramènent à l'école la violence qu'ils subissent chez eux. Souvenez-vous, Albéric, des cas un peu très compliqués qu'on a eu à l'école. oui, oui. Quand on découvre la situation familiale, Ça calme. ça calme et on se dit on comprend. Enfin, les enfants, encore une fois, voient, entendent et subissent des choses qui ne sont pas de leur âge. Quand on a 8 ans, c'est pas possible. Donc toute cette violence à la maison, ils la ramènent à l'école et la font subir aux autres. Par mimétisme, Alors c'est pour mais ça pas qu'on conscient. le harceleur, finalement, est aussi un peu victime, parce que, voilà, le harceleur a d'ailleurs souvent été harcelé. Il reproduit. Très souvent. Il reproduit Très très souvent. souvent, oui. Cette espèce de violence à la maison entre adultes, il la reporte sur ses camarades, voire sur ses professeurs. Tu vois, maintenant, les enfants, ils tapent sur leurs professeurs. C'est plus un sujet. Même quand on a des mineurs un peu plus âgés, on peut se retrouver avec des agressions au couteau d'élèves contre leurs professeurs. Oui, moi, ça s'est arrêté au coup de pied, mais enfin, combien de fois je suis revenue avec des bleus? Oui, c'est ça, oui. On est en face aussi de phénomènes, certains ont pu appeler ça l'ensauvagement. Le mot sauvage est intéressant parce que on a l'impression que, alors le mythe du bon sauvage, on peut penser au mythe du bon sauvage, mais du bon sauvage, c'est toujours sympathique, mais on a l'impression que c'est une forme d'exaltation de la liberté. Alors il y a une soif de liberté parce que quand on est enfermé finalement dans quelque chose, on veut sa liberté, mais on ne sait pas de quoi elle est construite, comment elle est faite, quelle est sa couleur, en quelque sorte. Quelle est cette liberté dont j'ai tant besoin et dont je souffre tant de ne pas être en pleine possession et finalement, je fais, j'allais dire n'importe quoi, donc je m'en sauvage, en quelque sorte. Et finalement, je m'en fiche de ceci, je m'en fiche de cela. C'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, c'est pas toi qui vas m'arrêter de faire ceci ou cela.
Bon, C'est pas réfléchi, en fait. C'est alors il plus n'y a dans pas la- de réflexion. C'est de la revendication. C'est Il y a pas de la une- revendication, voilà. c'est du mimétisme. C'est de l'instinct, c'est C'est du de l'instinct. mimétisme aussi. On imite ce qu'on a vu, ce qu'on croit faire un petit peu. Ça fait fort, ça fait. On joue au fort, mais en fait, on joue au faible. Mais on croit qu'on est fort en faisant ça parce que de toute façon, on a tout cassé. Donc, très bien, on a tout cassé. C'est une forme de déconstructivisme, si je puis dire, appliquée à la vie intérieure. Oui, mais c'est là aussi, il y avait une formation intellectuelle et dès le plus jeune âge intéressante et qui va construire et cet individu, enfin ce petit enfant, et effectivement le structurer et qu'il ait une colonne vertébrale intellectuelle solide, ça arriverait beaucoup moins. Alors, certainement. Il n'y a mais- rien de pire que de passer 8 heures par jour. Ah, c'est sûr. À Sans combler savoir à des quoi ça trous. va servir, d'ailleurs. Mais voilà. Alors, je voudrais Mais revenir... je pense quand Oui. même que là, il y a une clé, j'allais dire, non pas de résolution du problème parce qu'on n'est pas magicien, Non. Une mais des clés. il y a une des clés Une des qui clés. est aussi de travailler sur la capacité d'émerveillement. Je pense à des tout petits, mais on a fait quand même parfois j'allais dire, l'expérience. Enfin, c'était pas à titre d'expérience scientifique, mais les choses se sont présentées avec des jeunes gens plus grands. Je me suis rendu compte que les enfants ne savaient pas se promener dans la nature Ouais. et Moi, j'ai regarder vécu la ça. nature. J'ai vécu ça au cours Alexandre Dumas, notamment. C'est et très même au intéressant cours des de se Frères Montgolfier. promener dans la Très nature. intéressant. Le contact, le rapport entre la personne et la nature est tout à fait intéressant. Et vous prenez des enfants de 4 ou 5 ans ou 6 ans et puis des grands adolescents de 16, 17, 18 ans, vous avez des réactions qui sont très communes, en fait, très proches les unes des autres. Il faut développer la capacité d'émerveillement, d'étonnement et d'émerveillement devant la nature. C'est-à-dire des choses créées qui sont indépendantes de nous. Et ça, il y a une imitation qui va se faire toute seule. Toute seule. Même l'émerveillement sur un petit caillou, sur une coccinelle, une fourmi. Ah oui, une fourmi, tout le bien monde va sûr. s'emballer. Bien sûr. Je voudrais justement vous parler de cette pédagogie de l'enthousiasme. Nous avons 3 types de pédagogie. On a la pédagogie de la trique. La trique, c'est le bon petit manche à balai. Et quand on tape, eh ben, ça casse. Et il y a des éclats et ça blesse et ça déchire et ça touche la chair et le cœur. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne se plie pas. Il y a la pédagogie de la guimauve, c'est-à-dire j'accompagne tout, je prends la forme de la cuillère, je dégouline, je suis là, ouais, tu fais ce que tu veux, je suis avec toi et tout. Mais en fait, je suis avec une fourchette ou avec une cuillère, ça serait pareil, quoi. Je dégouline. Et puis je prends la forme, mais il n'y a pas de consistance et c'est la panique, on s'embourbe là-dedans. Ouais. Et puis, il y a la pédagogie de l'enthousiasme, c'est-à-dire, c'est tout d'un coup un arrêt sur image, le choc de la beauté de l'autre, le choc de l'émerveillement, et de lui dire, saisis la joie, soit plus choquant que la haine, soit un amour total, quoi. Moi, j'aime bien toutes ces comparaisons parce qu'elles sont très parlantes et elles me font penser à ce que disait un de nos vieux professeurs qui parlait des géographies physiques. Les pays se touchent par leurs frontières, Oui. disait-il. Mais les hommes se touchent par leur centre, c'est-à-dire par le cœur à cœur, c'est-à-dire par l'intimité, le entumos. Et donc, ce cœur à cœur ne se fait plus. On est dans la superficialité des choses et on est dans les choses, simplement dans les choses. Et les gens ne croient y a un pouvoir manque de vivre ensemble. conscience aussi. Les gens ne croient pouvoir vivre ensemble que parce qu'ils ont les choses. Et c'est valable chez les gens qui ont peu d'aisance dans la vie et chez les gens très aisés. Ils sont ensemble pour les choses. Il y a des livres qui racontent tout cela et qui le montrent. Il y a des romans qui en parlent. Les gens qui pensent être ensemble parce que ils ont la dernière nouveauté de la nouveauté nouvelle et qui un jour se retrouvent dans un accident d'avion, dans un désert à 3 semaines ou 3 mois de la première ville à dos de chameau, et qui se rendent compte que c'est difficile, qu'il faut se rationner en eau, qu'on n'a pas de meubles, on n'a pas de fauteuil pour s'asseoir, on n'a rien, et qui s'aperçoivent qu'en fait, oui, ils sont faits pour s'aimer. C'est le cœur à cœur qui se fait parce qu'il n'y a plus que ça qui parle, parce que c'est d'une vie intérieure à une autre qu'on peut communiquer. Il y a cette expérience aussi de s'émerveiller sur le plus simple et le plus joli. Souvent, il y a eu des sorties avec les élèves et vous étiez quand même ravis de voir l'épanouissement des enfants devant quelque chose de tout simple. Mais incroyable, le thème le printemps, on les emmène dans un parc floral, une boîte de crayons, du papier canson, dessiner les fleurs. Quoi de plus simple? Et ils étaient mais tellement contents. D'abord, d'effectivement on leur ait donné le temps d'observer une fleur avec la mouche qui se pose, l'abeille, le pétale, machin. Mais c'est incroyable. Et ensuite la réalisation
de leurs dessins, plus ou moins beaux, c'était pas le sujet, ils étaient tous forcément magnifiques. Ils ont réussi à reproduire ce qu'ils avaient vu de quelque chose de la nature. Parler au paon, je me souviens de l'histoire du paon, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait appelé Léon et qui faisait la roue. Bien Non, sûr. mais Mais tous les pans s'appellent Léon. voilà, exactement. Mais effectivement, ils étaient émerveillés. Mais ils peuvent s'émerveiller de la même façon sur une opération en calcul qu'ils vont réussir à faire, ils vont avoir compris. Ils peuvent s'émerveiller sur une conjugaison. Ils peuvent s'émerveiller sur une leçon de géographie, d'histoire. Tout dépend de la façon dont on leur raconte, Mais ce qui en est fait. dingue, c'est que là, ce qu'on vient d'entendre, oh, c'est mignon, c'est joli, c'est joli. Alors qu'en fait, c'est fondamental. C'est fondamental et ça ne suffit pas seulement de décrire ce qui ne va pas, mais il faut donner la réponse. Et la réponse n'est pas la trique, n'est pas la guimauve. La réponse est véritablement l'enthousiasme. Je me voyais aussi en début d'année partager sur un plateau la réalité suivante. En tant que directeur, il y a 15 ans de cela, enfin 10 ans de cela, je vois des enfants se bagarrer, se disputer dans la cour de récréation. Les deux étaient profondément navrés d'avoir été violents et ils se demandaient pardon. Bien. 5 ans après, je me retrouve devant un pauvre garçon projeté contre le radiateur, le crâne à moitié ouvert. Les anges gardiens étaient là parce que l'enfant n'a rien eu finalement, mais beaucoup de sang, etc. Je vois l'autre qui était responsable de cette bagarre et avec qui il s'était bagarré, il comprend pas. Et il me répond, c'est plus fort que moi, il n'y a pas de réflexion. Et après, c'est tout, quoi. Il n'y a pas non plus la prise de conscience qu'il faut réparer, qu'il faut demander pardon, qu'il faut se soucier de son camarade. Je me souviens d'avoir un jour, en 3e, je me suis disputé avec un de mes camarades, je lui ai donné un coup de pied dans le derrière, manque de bol, il a mis sa main pour protéger ses fesses. Je lui ai cassé le poignet. Bon, donc avec le pied. Donc, eh bien, pendant 1 mois avec mon vélo, je lui amenais chez lui le travail à faire. Et je me payais 8 kilomètres à vélo. Ah, c'est la double peine. Là. Voilà, c'était la double peine. Et donc, j'avais compris que non seulement il fallait que je prenne conscience que même si je l'ai fait maladroitement, je n'avais pas à lancer ce coup de pied de toute façon. Et deuxièmement, je devais réparer. Là, le gars, il n'y avait pas du tout... l'enfant n'avait pas du tout sa capacité de réfléchir. 3e élément, il y a même pas 2 ans de cela. L'enfant est mineur. Il se bagarre avec son camarade en classe et en fait, il avait pensé qu'il fallait qu'il se bagarre, il était encouragé, il a été le plus violent possible, il voulait être violent et après, il était fier de sa violence. Oui. C'est-à-dire que nous avons 3 générations en tant que directeur que j'ai rencontrées durant 15 ans de direction. Et nous sommes à cette génération des mineurs qui non seulement sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, mais fiers de le faire. Mais parce que ça devient leur référence. Mais parce qu'on les émerveille pas par autre chose. Si on les émerveillait effectivement par des bonnes notes ou pas, mais par une satisfaction intellectuelle, ils n'auraient pas besoin d'avoir cette satisfaction de bagarre. Oui, je pense que de même que dans le domaine scolaire, il y a très peu d'enfants qui sont sots à manger du foin. Non, bien sûr. Dans les actes de violence, les jeunes gens qui sont la forme enfoncée dans la matière, et donc des brutes à l'état complet, je pense qu'il n'y en a pas tant que cela. Il y en a, bien sûr. Je crois que tous les phénomènes de violence sont dus à des pertes de sens ou à des inversions de sens de ce qu'ils ont à vivre. Oui. Et l'exercice d'une mauvaise force, ce qui est le cas de la violence, c'est le manque de la vertu. La vertu, ça veut dire force aussi, virtus, mais c'est choisir le mauvais chemin et quitter la force pour aller dans la violence, c'est-à-dire l'acte désordonné qui n'a pas de fin, qui n'a pas de but, autre qu'une satisfaction bestiale sur un instant donné. Et donc, pour rattraper cela, j'allais dire, il n'y a guère que la vertu, au sens très très général, bien sûr. On n'est pas dans un domaine religieux, mais on est dans un domaine spirituel au sens de l'esprit. Ça touche à l'esprit de chacun, à l'esprit de la société aussi. Et donc là, il y a un devoir, je crois, chacun a un devoir personnel,
de faire respecter ces choses-là dans les écoles. Et puis, je crois que l'école doit affirmer, en tant qu'entité, elle doit affirmer aussi que la violence n'est pas forcément juste quand la douceur est vaine. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chemins que la violence, il y a celui de la vertu. La violence n'est pas juste ou la douceur est vaine. La vertu n'est pas spectaculaire, la vertu ne fait pas de l'audimat. Comment va-t-on faire pour que nous mettions en valeur tout ce que vous me dites qui est très beau et très apaisant, mais qui, si ça se trouve, n'est même pas audible? Peut-être que déjà des gens ont décroché cette émission en se disant ils sont trop mignons. Bah écoutez, concrètement, Albéric, je pense que vous vous en souvenez, dans notre école de pédagogie montgolfière, on y a passé beaucoup de temps et on a eu de très beaux progrès. Un garçon, notamment, je ne vais pas citer son nom si jamais il nous regarde, mais il est sorti de notre école au bout de 2 ans tellement plus apaisé qu'il n'était rentré, où il se tapait contre les murs. Parce qu'on a su l'émerveiller, parce qu'on a su l'écouter, parce qu'on a su effectivement prendre en compte son cas familial qui était très compliqué, le comprendre, mais aussi lui poser des frontières et des barrières. C'est pas en leur disant, mais bien sûr, parce que j'ai entendu, comme moi, vous avez entendu des parents dire « Ah oui, mais si c'est son ressenti de taper sur les autres. » Non mais non, en fait. Après, on peut dialoguer. Ils sont pas des animaux. En fait, l'enfant n'est jamais aussi bien que quand il est cadré. Alors, le cadre peut être plus ou moins serré, mais ça le rassure et il est libre dans son cadre. En fait, on en a récupéré quand même beaucoup. Les enfants qui sont ressortis tellement mieux qu'ils n'étaient rentrés chez nous. La société nous maltraite-t-elle? Est-ce qu'on a une maltraitance du téléspectateur, des adultes et tout, en présentant actuellement que des jeunes mineurs qui sont violents? Ou est-ce que c'est le devoir de nos médias de nous mettre la vérité parce qu'elle est en majorité violente, cette population mineure? Là, oui, j'entends bien, mais je pense qu'il y a là quelque chose de quasiment malsain. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est bien d'informer les gens. D'abord, informer tout le monde de tout, je ne suis pas persuadé que ce soit très productif. Il y a beaucoup de choses qui sont présentées qui ne regardent finalement que les intéressés et un cercle assez restreint autour d'eux. Pour le reste, il faut penser que la curiosité n'est pas toujours très saine. Par contre, la recherche de modèles, elle est permanente chez les jeunes, chez les mineurs. Ils recherchent de toute façon des modèles. Et s'ils ne les recherchent pas de façon consciente, ils en choisissent quand même parce que ça s'impose à eux. Ils tâtonnent pour savoir qui ils sont, ce qu'ils vont devenir, quelle stature sociale ils pourront occuper. Bah, on peut jouer le rôle du méchant, on peut jouer le rôle du gentil, on peut jouer le rôle de personne et rester caché derrière son arbre, mais ils cherchent de toute façon des modèles. Et donc se tromper dans le choix des modèles qu'on peut proposer, c'est effectivement mentir à la société, c'est mentir à la jeunesse, et c'est la condamner à perdre l'usage de sa liberté complète. Il y a une chose qui m'inquiète un peu dans notre société actuelle, et surtout sur l'actualité qui a marqué notre année, c'est qu'on est en train de présenter le mineur comme un danger et comme une certaine source d'inquiétude et de peur chez l'adulte. Et en opposition à cela, on dit que finalement, le mineur est agressif parce que l'adulte a déjà été agressif avant, c'est-à-dire le policier, le professeur, etc., ou le mineur. Est-ce qu'on parle de minorité, de catégorie des mineurs en minorité, ou est-ce que c'est aussi ambiant? Parce que quand je vois, par exemple, dans des quartiers tout à fait calmes, au centre-ville, ou dans les petites villes de province, où des directeurs d'école se retrouvent en conflit avec des parents qui accusent leurs professeurs, qui exercent simplement leur autorité, d'être des bourreaux pour leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a comme une culture ambiante d'un conflit entretenu entre l'adulte et le mineur. Parfois, c'est le mineur qui est dangereux, parfois, c'est l'adulte qui est scandaleux. Comment peut-on, pour court-circuiter ça et le désamorcer? Le problème, c'est qu'on a déjà, parfois, chez les parents, des parents qui sont eux-mêmes déstructurés. On en est à la 2e, 3e génération. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, le grand-père... C'est des enfants qui n'ont pas grandi, en fait, les parents.
Eh ben, les Waouh. grands-parents n'ont pas structuré les enfants. Donc, les grands-parents ne sont même plus, ne peuvent Oui, même mais plus être le l'école des modèle. parents n'est même pas possible. On a fait un essai. Ils sont Oui. partis scandalisés parce qu'on avait osé leur dire qu'il fallait peut-être que leur enfant se couche à l'heure. Mais Oui. qui sont-ils? Oui, mais je pense que les parents achètent une forme de paix sociale chez eux, Bien sûr. en défendant et en surprotégeant leurs enfants, surtout quand il y a des problèmes. Et ils disent, tu vois, je suis toujours près de toi, quand il y a un problème, je suis là. Donc le gamin a été violent, il a fait des bêtises à l'école, il a tapé un autre. Le directeur convoque les parents, c'est le directeur qui va se faire engueuler. C'est à peu près écrit. Mais c'est pas forcément 100% Surtout quand des il y a cas, pas mais c'est comme ça, conscience. c'est le réflexe Ouais. un peu naturel d'ailleurs. Alors évidemment, le hibou trouve toujours ses petits ravissants, donc c'est toujours son enfant qui a raison. Mais je pense que le regard est un peu brouillé, donc il y a des choses qui manquent dans l'explication. Mais il faut bien regarder que les violences qu'exercent les enfants sont révélatrices de quelque chose qui n'est pas comblé. Et que la famille devrait donner de son côté, et que la société devrait donner aussi de son côté. C'est quoi? Ce qui n'est pas donné, c'est une réelle affection, une réelle tendresse, qui ne soit pas la guimauve dont vous parliez tout à l'heure. Je pense qu'il faut quelque chose qui soit construit et qui soit aussi un acte volontaire, compris et senti par l'enfant. Voilà, il ne faut pas que ce L'enfant, soit le pote, quoi, le C'est copain. pas un pote, c'est pas un copain, Ni, c'est pas... les parents, ni les Ni- professeurs. voilà. Ni les professeurs, ni il les faut parents. qu'il y ait un consensus entre les parents, surtout. Et il faut qu'il y ait un consensus, une entente Parce entre que les parents. l'enfant, sur la- il en joue. Bien sûr. On retrouve ce qu'on avait partagé Alors sur que le là, plateau. les parents se servent très souvent de l'enfant comme une espèce d'otage Bien sûr. par rapport à l'autre conjoint parce que des différences sont arrivées entre eux. Donc ça, c'est terrible. Là-dessus, personne n'a de... On ne rentre pas dans la vie domestique de chacun. Mais la traduction qui se fait à l'école doit être une traduction beaucoup plus apaisée, apaisante, sereine, mais ferme. Je pense que la fermeté dans la discipline à l'école, enfin dans l'exercice de l'autorité, permet à chacun d'acquérir une discipline personnelle vraiment consentie, c'est-à-dire à laquelle il adhère, qui le fera vraiment grandir. Donc, Et puis, ils sont tellement plus apaisés. Et ils sont beaucoup plus apaisés dans ces cas-là. Moi, j'ai l'expérience d'une maison que j'ai ouverte pour des adultes, des anciens, des orphelins d'Auteuil, oui. qui sortaient de prison, qui retournaient dans la rue, qui retournaient à la bouteille, à la drogue, et ainsi de suite. Et donc, on avait une propriété dans laquelle on les accueillait. Il y avait une règle qui était assez ferme. D'ailleurs, il vaut mieux qu'elle soit très très ferme avec ces gens-là, parce que de toute façon, on est obligé d'être beaucoup plus élastique que la règle. Mais la pratique nous oblige à des choses qui sortent de la règle. Mais tous, on peut dire que 100% d'entre eux, il n'y a pas beaucoup qui s'en sortaient vraiment, mais 100% d'entre eux avaient besoin d'un cadre strict, avec des choses toutes simples, des horaires. On mange tous ensemble, on fait le service, on rend service pour l'ensemble, on fait des travaux, on est réglo avec le chef de travaux. Donc, des règles que l'on redécouvre. Eh bien, à l'école, c'est la même chose. Dans la cour de récréation, d'ailleurs, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de jeux organisés parfois. Autrefois, ça existait dans les écoles, il y avait des jeux organisés. On en avait fait, nous. Ce qui évitait les débordements. récré. Pendant les récréations, il y avait des jeux organisés qui étaient... Les enfants se dépensaient tout autant, voire mieux, et c'était structuré et structurant. Et bien entendu, il n'y a Voilà. pas de téléphone portable ou des choses comme ça. Alors, il ne dans s'agit l'école. pas de transformer les écoles en casernes, Napoléon Non, s'en non, est non, déjà non, occupé. on est d'accord. Mais il s'agit de retrouver le véritable sens de l'école, c'est-à-dire un lieu un peu sanctuarisé dans lequel les enfants vont pouvoir recevoir tout ce qu'il faut pour croître, pour grandir. Et pour cela, il faut que ce soit serein, apaisé, et que et le corps, et l'esprit, et l'intelligence, donc, soient servis. Et tant qu'une école ne sert pas les facultés les plus élevées de la personne humaine, elle ne remplit que partiellement sa mission. C'est pas une condamnation. Vous avez le droit, Alix, de secouer, de gronder vos élèves sans conséquence? Secouer comme ça, non, je le fais pas. Je suis témoin. Je vous ai jamais vu plaquer un enfant Non, ou enfin, un parent contre Non, le non, mur. non, non, ou c'est l'enfant qui m'a plaqué, Oui, je me suis dit... plutôt. Ça a plutôt été ça. Gronder, je sais pas ce que vous appelez gronder, mais je me souviens encore d'un enfant qui me disait « Oui, mais pourquoi vous me faites toujours des reproches ?» Ah oui. Et je lui ai dit « Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'on vous aime. Je vais pas vous mentir. Si je vous disais pas ce que vous faites de mal, je vous mentirais. Oui. » Et il était sidéré. Je sais pas si vous voyez ce... Très bien.
Et d'ailleurs, il a beaucoup évolué dans le bon sens. Et il a beaucoup grandi parce qu'il Ouais. savait que quand on lui disait que c'était bien, c'était vrai. Eh bien, c'était un vrai bien. Et quand je lui disais, bah là, C'est là pas ça moi. va pas, je me dois de vous le dire parce qu'on vous aime et que l'on veut que vous grandissiez, eh ben, c'était un peu dur au départ parce qu'il avait jamais entendu ce genre de truc. Puis la situation familiale était extrêmement compliquée, il en jouait. Donc, ça m'est arrivé de lui dire, parce que je savais que chez lui, ça allait pas, de lui dire, écoutez, voilà, on est à l'école, vous connaissez les règles de l'école, on va être apaisé dans ces règles-là, et on ne va pas penser à la maison avant ce soir, 5 heures, la fin de l'école. Et du coup, les journées, et il savait qu'il était cadré. Et c'est vrai que j'étais exigeante avec lui, mais il ne m'en voulait pas, je crois. Il était content, en fait, parce que personne n'avait jamais rien exigé de lui. On peut pas être fier de soi si on n'exige pas quelque chose. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des détails qui sont très simples. Apprendre aux enfants qu'il faut dire bonjour, monsieur, quand il s'agit d'un monsieur, et madame quand il s'agit d'une dame, ça paraît un détail futile. Eh bien, je peux vous dire que ça peut changer du tout au tout la vie d'une école, d'une structure d'ailleurs. Et quelle surtout qu'elle qu'on soit. ait même la permission de dire bonjour mademoiselle, Ou bonjour madame. sans tout avoir court. été accusé Par exemple. idéologiquement Par exemple. de Et revenir le à fait de dire 1900. bonjour, ça permet aussi d'expliquer aux enfants, on souhaite que ce jour soit bon. Voilà, C'est donc pas exactement. simplement une formule toute faite, Exactement. une espèce de... Non, on vous souhaite que ce jour soit bon. Et ça veut dire que comme on va vivre toute cette journée ensemble, eh bien j'y prendrai ma part, moi, pour que ce jour soit bon. Donc c'est une façon de montrer sa bonne volonté. Et un enfant qui dit bonjour en regardant son professeur dans les yeux ou son directeur dans les yeux, il lui dit ben, je vais mettre toute ma bonne volonté au service de ce que vous êtes en train de faire pour moi d'ailleurs. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est extrêmement important à mon sens. Et de dire au revoir, ça veut dire je suis content d'avoir vécu ce bonjour avec vous et j'ai hâte qu'on se retrouve parce que finalement, je sens que je grandis. Ce ne sont pas des mots posés comme ça pour une simple convenance, même si certains peuvent dire, comme Bertrand Vergely, on le dit parce que ça se fait. Et c'est suffisant de dire ça se fait, donc on le fait, ou bien ça ne se fait pas, donc on ne le fait pas. Je comprends cette forme d'explication qui n'en est pas une, mais le fin fond des choses, c'est que l'enfant a besoin de ce cadre qui fait que la journée a un début qui est bonjour et elle a une fin qui est au revoir et accessoirement merci. Voilà. Alors, bon, ça va être au revoir et merci, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un de peu. La chose qui est importante à retenir face à la violence des mineurs, il y a un outil, il y a une attitude et une pratique. D'abord, la vérité. Être dans la vérité et le courage et l'humilité de la vérité. 4 mots clés vont permettre à l'enfant de sortir de ce cercle infernal de la violence. De la part de l'adulte, il faut de l'attention, il faut de la compréhension, mais il faut également de la confiance. Et enfin, on termine par ce qui me semble absolument capital, éveiller la compétence. C'est-à-dire que si l'attention, la compréhension, la confiance sont dans la vérité et dans l'amour envers l'enfant, l'adulte désamorcera la violence parce qu'il éveillera à la place sa compétence, la compétence de cet enfant, son potentiel. C'est pas beau? On se retrouve très vite et merci encore. Merci Amélie. Merci à vous.